par intérim de Africa Guarantee Fund, qui est un partenaire historique du SME Forum, comme on l'a dit, et qui déjà, vous avez constaté tout à l'heure, a fait un premier pas vers l'action, vers le concret, à travers la signature tout à l'heure de ce document avec la BIC. On en saura un peu plus peut-être d'ici tout à l'heure, je vous en prie. Je vous en prie. Ouais. Je vais également appeler ici mon ami Cédric Montecho, qui est de la BADEA, qui va venir nous donner son point de vue de Banque du Développement. Je vous en prie. Je vais me permettre de me mettre au milieu. Donc bienvenue à tous les deux, merci d'être là. Nous avons, je pense, 30 minutes pour essayer d'échanger autour donc, de la thématique des garanties. On sait que c'est souvent une question pour les entrepreneurs, pour les PME. Aujourd'hui, quels sont en fait les types de garanties? Et je vais me tourner vers vous, je vais commencer, honneur aux dames, désolé. Quels sont aujourd'hui les types de garanties qui sont disponibles pour des PME en fait, sur le marché, d'un point de vue général, et qui sont efficaces? Merci pour la question. Type de garanties disponibles aujourd'hui sur le marché et qui sont efficaces. Je voudrais commencer par dire que on ne peut pas dire d'emblée que telle garantie est plus efficace que telle autre. Et tout dépend du type de projet qu'on a devant soi à financer. Tout dépend du type d'entreprise qui vient demander le financement. Ça dépend de l'environnement réglementaire. Ça dépend de l'environnement légal. Il y a toute une liste de facteurs. Et le banquier qui est en train d'étudier un projet présenté, c'est lui qui doit savoir, pour ce projet que j'ai en face de moi, il me faut telle garantie. Et nous avons, nous, à AGF, choisi les PME comme cible. Parce que, c'est vrai, il y a plusieurs types de garanties. Certaines peuvent être plus efficaces que d'autres en fonction des facteurs que je viens de citer, mais il faut les avoir. Et nous savons que les PME, le DG de l'ADPME l'a dit ce matin, représentent plus de 90% de l'écosystème, mais les recherches ont montré que ces PME contribuent à 20% au PIB dans nos pays africains, ce qui est largement au-dessus ailleurs. Et AGF pense que si on soutient les PME et que ces PME-là naissent, grandissent et vivent, comme le ministre d'État nous l'a dit, on aura contribué pour beaucoup à l'essor de nos économies. Donc AGF a choisi les PME comme cible et a mis en place une garantie qui est silencieuse. La PME ne doit pas savoir qu'elle est sous garantie AGF et a mis sa garantie sous plusieurs formes. Et en fonction du projet, la banque décide quelle forme de garantie elle peut utiliser. Et nous offrons la garantie du portefeuille, nous offrons la garantie individuelle, nous offrons une garantie aux banques pour lever des fonds, pour financer les PME, la garantie de levée de fonds. Et nous offrons aussi une garantie aux sociétés de capital risque qui veulent rentrer dans le capital des PME pour renforcer leur capital, pour qu'elles soient beaucoup plus fortes pour aller demander un financement. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, vos interventions se situent à deux niveaux, aussi bien au niveau de l'equity et au niveau de la dette, c'est ça? Oui. D'accord. Et quelles sont les contraintes ou les freins que vous avez pu rencontrer sur le terrain au fur et à mesure
dans cet apport de garantie justement aux institutions financières pour le financement des PME? Ouais, nous avons, j'ai parlé tout à l'heure d'environnement réglementaire et d'environnement légal. Et il y a beaucoup de contraintes sur ces deux aspects. Et il faut aussi ajouter les pesanteurs socioculturelles qui interviennent aussi. Et ensemble, tous ces facteurs-là, il y a beaucoup de freins qu'il y a déjà pour que les PME accèdent au financement. La banque veut bien utiliser la garantie, mais si la PME ne vient pas demander un financement, comment elle peut demander, enfin chercher à avoir une garantie? Et il y a certaines PME qui disent on n'arrive pas à trouver de financement. Et quand tu vas lui demander, est-ce que tu as fait la demande à la banque? Non, parce que je sais que je n'aurai pas. Donc il y a ces pesanteurs-là aussi. Et il y a la mentalité de certains de nos promoteurs qui pensent que l'argent que je m'en vais emprunter à la banque, c'est pour l'État, c'est pour des institutions, donc je peux prendre ma part. Il y en a qui ont réellement des problèmes, mais il y en a qui normalement n'ont pas de problème. Pour une mauvaise moralité, ont décidé de ne pas payer. Donc il y a la mentalité des PME. Il y a aussi et surtout la formation, la capacité de certains promoteurs à gérer leur activité, et il faut des mécanismes pour renforcer les capacités de ces promoteurs-là afin qu'ils puissent gérer un financement reçu de la banque, gérer l'entreprise elle-même. Et sur ce plan, EGF a une formule. EGF détient un trust fund et utilise ce trust fund-là pour renforcer les capacités, dans un premier temps, du banquier, des équipes de la banque et aussi des entreprises. C'est une subvention, la PME ou la banque finance le projet à 50%, AGF finance à 50%, c'est donné pour avoir une bonne capacité afin de pouvoir gérer un financement bancaire. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on parle souvent de l'accompagnement des PME, de la formation, du renforcement de capacité. Mais en fait, effectivement, il y a un maillon, ce qu'on oublie souvent, qui est donc la banque commerciale qui se situe entre les deux. Et si les équipes de la banque ne sont pas suffisamment formées, on peut avoir justement un manquement en fait dans toute cette chaîne de financement. Donc le fait d'apporter de la formation, de l'accompagnement également aux équipes des banques me paraît vraiment intéressant. Je vais en profiter pour me tourner vers Cédric. Justement, donc, la BDA en fait a un certain nombre de mécanismes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les mécanismes aujourd'hui auxquels vous réfléchissez pour améliorer l'accès au financement pour les PME, mais également et surtout, parce que je sais qu'on en avait déjà parlé au dernier SME, l'accompagnement, la formation et le soutien en fait à ces entreprises-là. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais expliquer que le forum que nous organisons est soutenu par la BADEA. Cette coalition est l'objet de notre attention délicate depuis plusieurs années. Et coalition parce que nous avons à l'esprit que aucun acteur ne peut tout seul adresser la problématique des PME en Afrique. La démographie nous rattrape à chaque fois que nous faisons des bons. La pyramide des âges étant complètement inversée. Si vous avez 80% de jeunes qui ont 25 ans, évidemment, vous aurez aussi 80% de PME dans l'écosystème. Et aujourd'hui, nous, en tant que banque de développement, par statut et par mandat, notre rôle est de travailler sur l'offre. Et donc, nous travaillons essentiellement avec le secteur public parce qu'avec lui, nous pouvons avoir le levier qui est nécessaire pour adresser un écosystème beaucoup plus large. Alors, l'offre, ça veut dire que nous offrons aux acteurs qui sont déjà présents et qui ont une licence la capacité de se décupler et de faire plus.
comme on parle de garantie, nous avons présenté à l'Union africaine, qui est l'organe parapublic du continent sur les thématiques institutionnelles, un accord d'1 milliard de dollars pour tous les fonds de garantie. C'est-à-dire, dans la pratique, que nous nous engageons à financer tous les fonds de garantie africains, à relever leur capital pour qu'elles soient en capacité d'adresser les problématiques, l'une des problématiques qui rend le financement des PME répulsif au niveau bancaire. Alors, sur les 1 milliard de dollars, nous avons commencé, la cadence est bonne. FAGAS, FSA, dernièrement, a reçu 120 millions de dollars et nous allons continuer sur cette dynamique. Deuxième volet, les banques de développement, puisque les banques de développement adressent chaque zone géographique ou chaque zone monétaire. BOAD, 500 millions de dollars. Ce financement en capital va servir à adresser les problématiques de PME, de femmes, d'agriculture et autres, dans le cadre de leur plan Joliva. Banque de développement de l'Afrique centrale, Banque de développement de l'Afrique du Sud, du Nigeria, etc., etc. Donc ça, c'est le cadre formel. Sans compter les banques de développement, j'ai croisé des amis ici avec qui nous avons des lignes actives, le DG Léonce du NCA Côte d'Ivoire, DGBIC et Coris et consorts. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que les acteurs régulés ont des limites prudentielles. C'est-à-dire que, indépendamment de leur volonté, elles sont en incapacité d'aller à certains seuils parce que vos familles et parents ont perdu leur travail parce que le laisser aller au niveau bancaire a rendu, aujourd'hui, elle est un frein, mais aussi une bénédiction parce qu'elle sauve l'épargne. Des fonds dérégulés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas complètement. Alors, fonds dérégulés, ça veut dire que c'est des fonds dédiés qui ont comme mandat d'adresser des secteurs spécifiques dans les PME. Et ces fonds ne seront pas sous la tutelle prudentielle rigide ou théorique qu'on connaît avec de banques centrales, mais avec des ratios que nous pourrons leur imposer pour assurer une certaine soutenabilité. La première expérience aussi au Bénin, c'est le Fonds national de microfinance. C'est un fonds qui, dans son élan, a eu des résultats que nous saluons. Et nous avons même reporté ça dans nos rapports annuels parce que, à bas bruit, avec des petits montants, ils arrivent quand même à adresser la problématique de certaines PME, même de certaines start-up, les femmes au marché, les coopératives agricoles qui n'ont pas d'état financier du tout, et certains jeunes et consorts. Donc on a répliqué ce modèle du Fonds national de microfinance au Burkina Faso, on a répliqué ça en Zimbabwe, on a répliqué ça même au Togo récemment. C'est une initiative qu'on est en train de faire. Alors le ministre d'État a parlé aussi de la formation. Parce qu'effectivement, quand tu vas à Harvard, c'est à Harvard qu'avant la sortie, chacun a une idée d'école, enfin de PME qu'il devrait créer. Donc la formation aujourd'hui, selon les orientations qui nous ont été assignées, c'est la formation professionnelle et technique. Donc aujourd'hui au Bénin, je prends le cas du Bénin parce que nous y sommes, il y a au moins 4 universités qui sont le fruit de notre financement. L'université des sciences, technologies et mathématiques de Dangbo, le NST de Lokossa et aussi l'Université nationale d'agriculture, qui sont des universités pour des formations dédiées, pas généralistes, où les types, quand ils sortent de là, ils sont capables déjà de faire quelque chose de leurs deux mains immédiatement. Donc, sommairement, voilà un peu ce que je peux dire sur ce que nous avons à l'esprit et ce que nous avons déjà fait au niveau de l'offre. Au niveau de la demande, on peut en parler plus tard. Parfait, merci beaucoup. Je vais rebondir sur un point peut-être pour demander à Madame Lawson de partager avec nous un petit peu l'expérience d'une garantie particulière que vous avez apportée au profit des femmes. Je pense que vous intervenez en fait, sur l'initiative AFAWA de la Banque africaine de développement.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette initiative? Comment ça fonctionne? Et quels sont les résultats aujourd'hui? Merci. AFAWA est une initiative pour soutenir l'entrepreneuriat féminin créée à l'initiative de la BAD et opérationnalisée par AGF. Nous sommes dans un monde où on a 50% de femmes et 50% d'hommes, même si mes amis les hommes disent que les femmes sont plus nombreuses, pour justifier autre chose. No comment. Oui, no comment. Nous sommes dans un monde où l'homme est un pôle de l'humanité, la femme est l'autre pôle. Et on ne peut pas construire le monde sans avoir un équilibre sur les deux pôles. Et de façon naturelle, de façon historique, l'homme a toujours été favorisé. Je regardais ce matin de là-bas. Je vois des sourires dans la salle. Cette table que je considère table d'honneur, il y avait 6 personnes autour de la table, aucune femme. De là-bas, je regardais la table et je réfléchissais. Donc, pour dire qu'il a été constaté que la femme a besoin d'être soutenue, a besoin d'être tirée pour émerger aussi. Et je dis souvent que nous, dans plusieurs pays africains, pendant longtemps, la femme n'avait pas droit à l'héritage. Or, il faut un actif pour pouvoir aller vers le banquier et demander un financement. On a connu des cas où même la femme qui a travaillé, qui a économisé pour faire un investissement, donne l'argent à son mari, qui quelquefois fait l'investissement en son propre nom. Donc, la femme a toujours été défavorisée. Elle n'a pas d'actif de façon générale à apporter au banquier pour demander un financement. Donc, des mécanismes ont été mis en place pour l'aider. Et c'est le cas du mécanisme AFAWA qui permet, nous incitons les banques à augmenter le financement des femmes entrepreneurs pour que ces femmes essayent de sortir aussi la tête de l'eau. Et des conditions beaucoup plus favorables ont été faites pour ce genre de financement. Et quels sont les critères pour être qualifié d'entrepreneuriat féminin selon notre programme? C'est soit l'entreprise est créée par une ou des femmes, ou elle est gérée. Aucune des femmes, à la fin du processus, ne présentait en fait un profil, on va dire, finançable ou bancable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution? Et notamment, je pense aux PME de services qui n'ont aucun collateral à présenter. Quels sont les types de garanties auxquelles on pourrait réfléchir, des garanties peut-être innovantes, pour améliorer en fait la qualité des dossiers qui sont présentés par les PME? Et là, je m'adresse à tous les deux pour qu'on puisse réfléchir ensemble à des idées innovantes. Comme j'ai la parole, si je peux la garder. Je vous en prie, allez-y. Alors, déjà, c'est vrai, il y a des programmes comme ça, comme vous dites, qui accompagnent des cohortes et les amènent à se formaliser, à renforcer leurs capacités et les amener à la fin vers une banque pour demander un financement. Je voudrais vous rassurer que la garantie AFAWA n'est pas seulement adressée à ce genre de programme. Une banque peut, en face d'une entrepreneur qu'elle veut financer, aller directement si son projet est bon. Maintenant, il y a à côté ces programmes-là pour en avoir plus, pour avoir beaucoup plus de femmes. Comme je parlais de pesanteur socio-culturelle, il y a beaucoup de femmes dans leur coin ne pensent pas qu'elles peuvent aller vers une banque pour demander un financement. Ce genre de programme
les amène déjà à changer de mentalité. C'est des femmes, moi je dis souvent, il y a toutes les femmes en Afrique sont entrepreneurs, même celles qui vendent le beignet devant sa maison, celles qui vendent l'arachide. Seulement, on ne considère pas ça comme une activité économique, on ne la considère pas comme entrepreneur. Il faut qu'elle rentre dans ce genre de programme pour qu'on lui dise que tu es entrepreneur, ce que tu fais là, tu peux le faire mieux, tu peux aller beaucoup plus loin. En dehors de celle-là, il y a beaucoup de banques dans cette salle qui financent déjà l'entrepreneuriat féminin avec notre garantie AFAWA, qui est incluse dans tous les contrats de garantie de portefeuille que nous signons. Il y en a au Bénin, il y en a en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va essayer d'être un peu plus large et ne pas exclure les hommes. Cédric, vous avez parlé tout à l'heure de modèles qui produisent un effet de levier réel pour l'accès au financement des PME à travers le soutien aux banques de développement et à d'autres institutions. Aujourd'hui, comment la BADEA peut mieux ou pourrait mieux collaborer avec les banques commerciales pour qu'elles puissent bénéficier également de vos outils? Bon, la BADEA, sans fausse modestie, fait énormément aujourd'hui dans le secteur. Il faut observer que la BADEA est détenue essentiellement par les pays arabes, de la Ligue arabe, 18 pays de la Ligue arabe, mais les bénéficiaires des ressources, des impôts des Arabes sont où? Ils sont en Afrique. Donc cette inversion de modèle est quelque chose, dès le départ, qui est important à souligner. La deuxième chose, contrairement aux autres banques de développement, aucun pays de la Ligue arabe n'est bénéficiaire des financements de la BADEA. Donc, depuis 50 ans de la création, aucun actionnaire n'a reçu 1 euro de la BADEA, et ni en financement direct, ni en dividende. Donc, ça vous donne un peu le profil de cet instrument. Aujourd'hui, nous opérons de l'Afrique du Sud jusqu'en Gambie, dans tous les pays non membres de la Ligue arabe. Et le secteur bancaire, effectivement, est un secteur que nous adressons. Nous adressons toute la chaîne. À la fois certains fonds d'investissement que nous finançons directement, toutes les banques de développement, je souligne, incluant la Banque africaine de développement, nous sommes actionnaires de 2 fonds de la BAD. Donc toutes les banques de développement ont fait l'objet de notre financement, avec à l'esprit que ces financements seront rétrocédés avec un effet multiplicateur dans leurs régions respectives. Tous les grands groupes bancaires déclarés comme tels ont bénéficié de nos financements. De nos financements. Et aussi, nous sommes descendus aussi au niveau des États et dans leurs initiatives respectives. Nous avons fait à la fois des assistances techniques pour leur permettre de développer des programmes. Quand je parle du Fonds national de microfinance, de la FONAFI, du Fonds national de finances inclusives ou bien de l'initiative SME au Zimbabwe, c'est des initiatives qui ont été créées avec de l'assistance technique puisqu'il faut une étude de faisabilité et une autre conceptuelle. Et ça, c'est 500 000 $ chaque année par pays au moins qui sont adressés pour que ces études de faisabilité donnent du fruit. Donc, secteur bancaire, on a fait et on continue de le faire. L'avantage, c'est que nous avons la capacité de trimestrialiser nos amortissements, de faire en sorte aussi que les financements soient adossés à une assistance technique, parce que quand vous dites à une banque, je veux que tu finances les PME, il faut qu'elle ajuste ses procédures de crédit à ce nouveau instrument. Il faut qu'elle forme les chargés de compte à ça, n'est-ce pas? Il faut qu'elle crée de nouveaux produits qui sont des financements causés, des financements de bons de commande ou bien de marché, etc. Donc ça, c'est le sujet de la séquence suivante. Exactement. Donc, concrètement parlant, ce qui est innovant que je peux mentionner, c'est que si on s'est entendu sur la définition de la PME, qui est différente de la start-up, c'est-à-dire que la PME est une entreprise où les modèles sont déjà testés, donc elle a 1-2 ans d'activité et donc des ressources à exhiber à une banque. Si on s'est entendu sur ça,
la problématique qui est connue partout aujourd'hui, si on évoque les Google et tout ça, c'est qu'il faut du capital, puisque c'est le capital qui fait une symétrie avec l'emprunt bancaire. S'il n'y a pas de capital, inutile d'aller à la banque. Donc aujourd'hui, en termes de capital, le DG de la BRVM a parlé de l'initiative d'élite, du compartiment élite pour faire de l'assistance technique pour que ces PME se rendent en tant que PME patient sur la durée. Mais quand on parle de renforcement de capacité, justement, s'appuyer pour que ces PME, l'assistance technique, en fait, vous proposez Au compte de l'offre, une banque de développement, c'est les commentaires du système plan de qualité. Ils n'ont Déjà. pas là. C'est-à-dire que la formation de départ est une formation généraliste et malheureusement, ce n'est pas comme Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que la majorité, il faut que ta formation de marché est plus difficile. Ce que nous on propose, que les pays du Golfe sont en capacité de pouvoir, n'ont pas de ressources, de fruits et de denrées, même de viande, viennent de Tanzanie. Quoi, nous travaillons c'est l'inventaire des besoins. Pour répondre à votre question, il y a la formation de coaching et de développement personnel et qu'on a signé en 2022. Et cette coalition a été signée, ça a été signé aussi par les sociétés, les firmes de comptables, les avocats, parce que tous ceux-là interviennent dans la chaîne. Donc vraiment, c'est une approche vraiment solidaire. Mais personnellement, ce que je voudrais souligner, si vous me le permettez, c'est que il ne serait pas inutile de penser à la solidarité. C'est la solidarité qui va développer nos PME. Et ça, je dis ça, c'est sans prisme bancaire, c'est la solidarité. Parce que les exemples qu'on évoque sont des exemples qui ont bénéficié de la solidarité. Les Google, Apple ne sont pas partis à la banque au départ. C'est des fonds de capital risque d'investissement qui ont mis les sous. Alors, vous mettez votre argent à la banque, les taux conventionnés d'épargne sont connus. C'est 3, 5, 4%, 5% si vous êtes 4%, 5%, c'est vraiment le miracle si vous avez un dépôt à terme. Mais si vous investissez dans une PME qui fait une transformation de jus d'ananas dans la région, si importe à côté au Nigeria, même localement, les rendements, ce n'est pas 3-4%. Vous êtes au-delà, à 2 chiffres au moins. Donc la solidarité veut dire, au lieu de mettre les ressources dans les appartements ou dans l'immobilier ou tout ça, vous pouvez vous enrichir en mettant les ressources dans les PME. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au bout du temps qui nous est alloué, mais ce que j'aimerais dire, c'est quand même, en vous écoutant tous les deux, je pense qu'il y a un point qui ressort, c'est il faut renforcer donc les dispositifs existants. Il y a des dispositifs qui existent. Peut-être renforcer aussi la connaissance et la vulgarisation de ces dispositifs. Et puis, vous avez parlé donc de solidarité, mais surtout, je pense, il faut qu'on collabore et qu'on coopère un petit peu mieux entre ces différents dispositifs pour avoir un impact plus fort. Alors, je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions sur cette séquence-là. Est-ce qu'il y a des questions? Ça dépend. Comme vous avez deux banquiers de développement à la table, s'ils sont prêts à payer un temps supplémentaire. Monsieur Montéchot, combien vous payez 5 minutes 10 Ok. Je pense qu'il y a un point aussi qui est ressorti, c'est qu'il est important qu'on puisse réfléchir aux moyens d'adapter nos garanties aux réalités du terrain. Madame Lawson a donné l'exemple de AFAWA sur l'entrepreneuriat féminin. Je suis sûre qu'il y a d'autres exemples sur des segments particuliers. Donc ça peut être aussi des pistes de réflexion sur des garanties innovantes. Donc s'il n'y a pas de questions, on va peut-être passer s'il y a une question derrière. On court un peu après le temps quand même. D'accord. Rapidement, peut-être juste une question. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Edouard Sechlin, je suis conseiller technique du ministre de l'économie et des finances du Bénin. Alors, la thématique que vous abordez suggère quand même d'élargir la réflexion au-delà du secteur bancaire. Parce que nous sommes dans une économie, enfin, en Afrique généralement, nous sommes dans une économie où le taux de bancarisation est très faible.
Et quand on fait les enquêtes Finscope, les PME, 72% des PME ne vont pas au financement, ne recherchent pas le financement bancaire à cause des contraintes qu'il y a. Donc il ne faut pas penser vraiment seulement les mécanismes de gage pour le secteur bancaire. Il faut aller plus loin. Il faut peut-être descendre. Quand je dis plus loin, c'est peut-être dans l'autre sens. Il faut descendre un peu plus les produits. Nous avons noté dans nos approches d'accompagnement des PME que nous oublions souvent deux pans. Monsieur Montecho en a parlé un tout petit peu, mais c'est resté dans l'approche via FNM, le Fonds national de microfinance, où on met des ressources à disposition de microfinance pour accompagner les femmes pauvres. Non. On veut accompagner aujourd'hui des PME sur le terrain. On peut élaborer, et ce serait bien de réfléchir là-dessus, des produits de garantie pour les institutions de microfinance. Parce que, elles ont un fort maillage du territoire généralement. Et puis, en matière de coûts de transaction, elles préfèrent prendre ce risque pour pouvoir mieux accompagner leurs clients que les banques pour lesquelles l'accompagnement des PME ça coûte très cher. Donc il faut avoir des produits de garantie un peu plus souples vers ces SFD, et je pense que ça se fait aujourd'hui au Bénin, que nous avons connu pendant longtemps des difficultés avec le secteur agricole, mais depuis qu'on a commencé par faire le refinancement, enfin la garantie de portefeuille via les SFD qui sont en partenariat avec le Fonds national de développement agricole, on a plus d'impact au profit des PME agricoles. Donc peut-être il faut évangéliser des produits plus adaptés par rapport à ce secteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. C'est une excellente transition avec la séquence suivante, dont justement l'objectif est de réfléchir ensemble à de nouveaux modes de financement. Mais je vais laisser peut-être, voilà, qui veut répondre? Alors, le FNM, effectivement, le FNM, en plus de financer nos bonnes dames, les mamans, et comme M. Serrin vient de le dire, le FNM a des guichets pour refinancer le secteur. Le FNM a des guichets pour refinancer le secteur à 2 et 4%. Il y a des guichets à 2, il y a des guichets à 4% que les institutions de microfinance du pays utilisent pour refinancer le secteur. Donc ça, c'est déjà adressé. Et aujourd'hui, en termes de réflexion, nous sommes demandeurs des réflexions que les autorités qui ont le mandat auront trouvé pour pouvoir poursuivre et assister au niveau de ces réflexions. Mais la thématique, elle est large et donc on reste ouvert. Madame Lawson, vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste pour rassurer l'intervenant que c'est vrai qu'aujourd'hui, les microfinances, les institutions de microfinance ont des procédures particulières et on ne peut pas appliquer à ces institutions-là les conditions ou bien les procédures qui sont pratiquées aux banques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien pour ces institutions de microfinance, puisque déjà à AGF, nous offrons une garantie à ces institutions déjà, si elles veulent lever des fonds pour financer les PME. Et des réflexions sont en cours pour pouvoir voir quel mécanisme on peut appliquer à ces institutions-là pour garantir les crédits qu'elles accordent à leurs clients. Et il a évoqué le FNDA. Nous avons engagé des discussions déjà avec le FNDA ici au Bénin, sur instruction du ministre des Finances, pour voir quel mécanisme on peut trouver entre AGF et le FNDA pour que le secteur agricole bénéficie d'une garantie adéquate. Merci beaucoup. Je pense Une dernière question et puis une vraie question. C'est une vraie question, mais j'ai eu partiellement ma réponse. Bonjour à tous, je suis Madame Aïdara Hawaskia Kamara.
Je viens de la République de Guinée. Je travaille là-bas en tant que responsable institutionnel et des grandes entreprises au sein de la première microfinance digitale de mon pays. Et donc, ma question a été partiellement répondue parce que de mon constat personnel, c'est que on parle souvent de PME, mais en réalité, beaucoup sont des TPE. C'est-à-dire beaucoup manquent d'organisation, beaucoup manquent d'état financier, n'en ont même pas et ne savent pas ce que c'est. Donc après, ils se retrouvent à des refus de financement parce qu'ils ne sont pas accompagnables. Et même si l'État avait réellement mis en place une politique pour promouvoir ces entreprises, ils ne peuvent pas bénéficier de ces marchés parce qu'on rencontre énormément de risques de performance, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier, donc ils n'ont pas bénéficié, disons, de formation adaptée. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est comment permettre d'abord à ces TPE de grandir et d'être véritablement des PME accompagnables, parce que c'est ça d'abord le problème, comment pouvoir leur permettre de bénéficier vraiment d'accompagnement, et également comment permettre aux institutions financières, parce qu'ils sont souvent exclus lorsqu'on parle de bailleurs de fonds, lorsqu'on parle de fonds pour pouvoir garantir, on pense souvent aux banques, alors que c'est les microfinances qui sont en réalité à même de pouvoir financer ces entreprises et sont en contact avec ces entreprises. Donc comment aider réellement ces microfinances à pouvoir accompagner ces entreprises? Je vous remercie. En fait, c'est un sujet qui m'est à cœur parce que je le connais. Ça fait depuis 2015 que j'ai financé dans une autre activité, chez un autre employeur, toutes les microfinances de l'Union monétaire. Il y en a 350. Et donc, toutes les grandes ont été financées. C'était un fonds hollandais. Et nous déployons plus d'1 milliard d'euros chaque année. Donc, je connais cette thématique des microfinances. Et je pense que si vous êtes la première microfinance du pays de Guinée, je sais de qui il s'agit. Et j'adresse déjà des regards à la promotrice ici. Donc, le secteur de la microfinance, il est particulier. Et vous savez, dans notre zone UMOA, même le régulateur ne finance pas directement la microfinance. Bien que c'est lui qui donne l'agrément, c'est lui qui établit les cadres prudentiels, mais il n'y a pas un franc CFA qui quitte le bilan de la Banque centrale ou du régulateur pour la microfinance. C'est un mécanisme indirect, c'est-à-dire que le cadre a été fait en sorte que les prêts des banques aux microfinances soient refinançables. Et ça, c'est un mécanisme innovant, c'est indirect, et ça permet de préserver le bilan du régulateur. L'autre approche qu'il faut avoir, c'est comme des États comme la Côte d'Ivoire. Les États comme la Côte d'Ivoire ont pris des mesures courageuses. Et ça peut aider le secteur de la microfinance. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Elle a défiscalisé le secteur de façon ponctuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt, au moins l'impôt BIC qui est payé par le secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui donne naissance aux champions que vous connaissez. Je ne veux pas faire de publicité. En Côte d'Ivoire, vous avez des microfinances qui ont 200 milliards de taille de bilan, n'est-ce pas? C'est parce que dans ce pays, fiscalement parlant, l'État a fait un geste ponctuel pour que le secteur prenne de l'épaisseur. L'autre chose, c'est aussi qu'il faut permettre aux acteurs qui sont sensibles à cette cause-là de venir vers notre zone. Les acteurs qui sont sensibles à tout ce qui est microfinance, financement vert, c'est les acteurs du Nord, les Norvégiens, les Suédois. Vous savez que le plus gros fonds d'investissement, il est norvégien. Et notre fonds et tout ça, ils sont capables de venir dans nos zones, financer ce secteur, et c'était un peu dans ça que nous étions, à la fois en capital et en dette. Donc globalement, c'est ce que je peux dire sur le secteur de la microfinance. Maintenant, il ne faut pas négliger le fait que si on finance les fonds de garantie et on finance les banques, nous répliquons le modèle du régulateur. C'est-à-dire que c'est de la capacitation par le haut. Si la banque est solide, elle a des fonds propres solides, elle est capable de prendre des risques sur la microfinance et se faire refinancer sur le guichet banque centrale.
Si le fonds de garantie il est solide, s'il est noté double B comme le FSA par Moody's, il est capable, et double A par IGF, merci de revendiquer. Alors, ce fonds de garantie financé, capitalisé, peut prendre des risques sur des actifs plus risqués. Donc, aujourd'hui, je voudrais plutôt qu'on salue l'effort qui est fait déjà en termes de financement, les risques qui sont pris. Et c'est sur cette base-là que les acteurs qui sont là pourront avoir plus d'enthousiasme pour faire mieux. Merci Cédric, tu as fait la conclusion à ma place. Donc on va prendre ça comme conclusion et avancer. Je vous remercie infiniment pour votre participation, pour ces éclairages. Bien évidemment, les discussions continuent. On est en conclave, on continue à réfléchir ensemble. Et donc je vous remercie et nous allons passer à la séquence suivante qui est qui va nous permettre de réfléchir aux nouveaux modes de capital, aux nouveaux modes de financement. Merci beaucoup. Merci. Rafi, on te laisse enchaîner. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est vrai qu'on a toujours besoin de plus de temps, mais on va essayer d'aller vite. Donc pour la séquence suivante, je vais appeler donc sans transition, parce que je vois le regard de Joël et Eric. J'avais préparé ma petite transition et tout, mais bon, c'est pas grave. Je vais appeler ici Madame Aïssatou Soumaré, qui est la directrice générale de la Société Générale Bénin et Togo. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vais appeler également Madame Sorna Achimbaï, de BOD, la directrice générale de BOD Titrisation. Très bien. Installez-vous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Oui, quand même, merci. Un panel 100% femmes. Alors, je ne sais pas si Madame Leblond est là. Non. Non. Le blond n'est pas là. Donc, on est toutes les trois, c'est ça? Ah oui, un panel 100% femmes. Donc, ce que je vais faire, peut-être plus simple, je vais me mettre là. Comme ça, je vous vois toutes les deux. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Bonjour, mesdames. Alors, bon, on devait avoir sur le panel également un représentant de Capital Investment, mais bon, on va essayer d'avancer donc avec vous. Merci beaucoup d'être là. L'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble à de nouveaux instruments, en fait. Quels sont les nouveaux instruments qu'on pourrait mettre à disposition? Je vais commencer d'abord par m'adresser à Mme Soumaré. Donc, en tant que banquière de terrain, je sais que vous avez beaucoup d'expérience en matière de risque, l'évaluation de risque, on vient de parler des garanties. Qu'est-ce que vous pensez, quel est le problème en fait de l'évaluation du risque pour les PME et notamment les PME africaines? Est-ce que c'est parce que le risque est mal compris ou est-ce qu'on a aujourd'hui un manque d'outils d'évaluation adaptés? Quel est votre avis sur ça? Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'être là sur ce panel 100% féminin. Moi je dirais que sur l'évaluation du risque, on a une évaluation qui est peut-être décorrélée ou déconnectée de la réalité économique des PME. C'est vrai que la précédente séquence portait sur le dispositif de garantie. Les garanties, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut revoir notre manière de financer ces PME et accompagner ces PME. Il y a des solutions qui existent, je vais en parler, je pense, lors d'une deuxième question sur les solutions qu'on peut trouver. Il y a des solutions qui existent, je vais en parler, je pense, lors d'une deuxième question sur les solutions qu'on peut trouver pour mieux accompagner, mieux adresser le risque PME. Il est évident que sur les PME sont beaucoup plus fragiles que les grandes entreprises. J'ai reçu les propos lors de la précédente séquence, la différence, la confusion que l'on fait entre PME et TPE. C'est vrai qu'on parle beaucoup de TPE en réalité. Le risque qui est vraiment beaucoup plus élevé sur la TPE. C'est avéré, c'est chiffré, c'est historique. On a une probabilité de défaut qui est plus importante que sur les PME. La réalité, c'est que, avant de parler de risque financier, c'est le risque organisationnel. C'est des structures qui ne sont pas structurées, ça fait un peu redite. On est beaucoup sur de l'informel. Il y a souvent des sujets de gouvernance. Et en premier lieu, avant de parler de financement, elle nécessite un accompagnement, un conseil et du sur-mesure en réalité. Parce que d'une PME à une autre, on ne peut pas se
dire qu'on est sur, même dans un même secteur, il y a des différences entre PME. Excusez-moi de vous interrompre, mais justement, on revient toujours à l'accompagnement, à la formation. Est-ce que c'est vraiment le rôle des organisations financières de fournir cette formation, cette assistance au développement? L'agence de développement des PME, c'est aussi le rôle des banques. Parce qu'il est dans le géographique, j'avais une discussion en parallèle, c'est le rôle sur les acteurs financiers, principalement. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir les accompagner. Il y a tout un exercice qui connaît mieux le marché Afrique de l'Ouest. On est sur des zones où les taux de bancarisation sont faibles. On est sur des marchés où on a un nombre d'acteurs bancaires important par rapport à la taille du marché, le potentiel du marché. Les tissus économiques, c'est 80-90% de PME. Si nous, on veut élargir notre assiette, mieux adresser le marché, mieux adresser ou accompagner le développement de nos économies, il faut qu'on aille chercher la PME. Et la PME, il faut aller la chercher différemment et autrement. On a, je pense, un devoir de conseil en tant qu'acteur financier, un devoir développer des outils pour mieux éduquer sur les aspects financiers nos PME. Justement, quels sont ces outils? Quels seraient ces outils? Alors, je vais parler pour la Société Générale. Pour Société Générale au Bénin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... il nous faut développer des outils pour mieux éduquer sur les aspects financiers nos PME. Justement, quels sont ces outils? Quels seraient ces outils? Alors, je vais parler pour la Société Générale. Pour Société Générale au Bénin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une maison de la PME en 2019. Et quand on dit maison, c'est accueil, c'est accueillir la PME chez soi, la mettre en confiance, lui proposer un parcours adapté, spécifique à ses besoins. Et ce qu'on propose, c'est du conseil sur mesure, de la formation, de la mise en réseau. On crée tout un écosystème autour de la PME. Ça peut être du conseil fiscal, du conseil pour la gouvernance, du conseil juridique. C'est ce qu'on met à disposition de nos clients PME ou prospects PME qu'on souhaite accompagner ici au Bénin. D'accord, très intéressant. Donc, je vais m'adresser aussi à Madame Baye. La titrisation, c'est en général un outil qui est peu connu, et notamment des PME. Qu'est-ce que vous faites pour justement pouvoir élargir ce type d'instrument à ces profils de portefeuille comme les PME? Merci beaucoup. Donc tout d'abord, un grand merci M. Didier Agoueté pour l'organisation de cet événement. Donc la titrisation de façon simplifiée consiste à transformer des actifs illiquides en titres négociables sur le marché. Et le champ des actifs titrisables est en réalité très large et inclut les PME et les TPME. Nous avons récemment lancé un programme appelé Cœur sans bas qui vise à financer les PME à travers la titrisation de créances des banques commerciales. C'est une initiative de la BOAD qui, de par son mandat, en réalité, ne peut pas financer directement les PME. Elle le fait à travers les banques commerciales, à travers des prêts. Mais elle a souhaité élargir son impact en incluant la titrisation des créances bancaires, en incitant les banques commerciales à regarder dans leur portefeuille de créances, à identifier les créances PME et TPME, à venir les titriser d'une part pour libérer des fonds propres dans leur bilan, mais surtout s'engager à redéployer les fonds levés envers les PME. $1 million en Côte d'Ivoire en mars dernier, et nous allons revenir dans les différents pays de la région MEMOA afin de continuer à impacter ces secteurs importants. Merci. Et quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que les banques s'engagent justement dans ce genre de montage de mécanisme? Alors,
L'accompagnement est double. Il est à la fois d'un point de vue financier, donc avec les fonds levés, mais également d'un point de vue technique. C'est important que les banques soient accompagnées dans ce financement des PME, qu'elles puissent être dotées des outils en interne pour pouvoir être plus, pouvoir intervenir de façon plus large et ne pas se limiter justement aux paris gagnants, mais aller vers ces TPE et pouvoir les financer en ayant plus de ressources pour suivre, les monitorer et de façon plus générale, s'assurer que ce financement est utilisé de façon adéquate. Donc ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, nous n'intervenons pas juste en tant qu'arrangeur et société de gestion, on identifie des partenaires qui accompagnent ces banques dans le financement des PME. Donc ils vont les aider à identifier les indicateurs et à pouvoir d'année en année faire un reporting non seulement aux investisseurs mais également en interne pour s'assurer que ce financement est effectif. Quels seraient ces partenaires? Quels sont ces partenaires? Alors c'est beaucoup d'agents de données, parce qu'en réalité on en parle de plus en plus, l'intelligence artificielle et la nécessité d'automatiser. Et donc nous faisons appel à des agents de données qui construisent ces plateformes qui permettent de suivre ces indicateurs. C'est très intéressant. Et justement, je vais m'adresser à Mme Soumaré parce qu'on parle des PME, on parle de formation, d'accompagnement, de renforcement de capacité. Mais également, je pense que ce matin, tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est le renforcement des capacités des équipes aussi bancaires à mieux comprendre en fait ces PME et leur mode de fonctionnement particulier. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous avez mis ou est-ce que vous avez envisagé de mettre en place pour justement améliorer cette connaissance de la part de vos équipes? Alors, déjà, d'un point de vue purement organisationnel, j'ai une direction commerciale qui est découpée en deux marchés. Le marché des entreprises et le marché des particuliers. Sur le marché des entreprises, on a deux segments. On a les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. On y raccroche aussi la TPE qui est en réalité couverte sur le marché retail. Quand on dit retail, c'est TPE, professionnel et particulier. Mais c'est plutôt côté entreprise chez nous. Donc ça, c'est d'un point de vue purement organisationnel. Donc j'ai un responsable marché PME, donc spécialiste du marché PME, avec une large expérience, plus d'une quinzaine d'années sur le financement des PME. J'ai parlé plutôt de la maison de la PME, donc, qui est du coup cette maison qui accueille ces PME avec des chargés d'affaires dédiés au segment de la PME. Dans leurs objectifs annuels, ils ont des objectifs de financement des PME, donc un objectif de production de crédit pour le marché des PME. Et puis de façon globale, parce qu'on est Société Générale, on a des catalogues de formation adaptés au financement des PME, on va dire tout marché, mais on a un catalogue de formation riche pour la PME et c'est de la formation continue à l'endroit des collaborateurs. Concrètement, lorsque une PME adresse une demande de financement à votre établissement, quels sont les éléments du dossier que vous demandez? Alors, la première chose, c'est, avant les éléments du dossier, on accueille la PME, il y a l'échange avec la PME, le rendez-vous client, qui permet de mieux connaître cette PME. Et d'apprécier est-ce qu'on a vraiment affaire à une PME ou pas. Et le premier critère d'appréciation, c'est le chiffre d'affaires. Deuxièmement, on va demander la carte d'identité de la PME. Donc, si elle a un KBI, RCCM, qui permet de définir à qui j'ai affaire, quand est-ce qu'elle a été créée, l'activité, etc. Ensuite, et je vais le dire, mais c'est la difficulté, on va passer sur des choses sérieuses, les états financiers. Et c'est là où on a un réel problème. Toutes les TPE ou PME n'ont pas forcément d'état financier. Et c'est le premier heurt entre la banque et la TPE ou la PME. Et puis, dans l'étude du dossier, on va demander, en fonction du besoin, on peut demander d'autres éléments,
En fonction du financement, on peut demander d'autres éléments. Un business plan, par exemple. On peut demander un tableau prévisionnel de trésorerie. Donc ça, c'est en fonction, encore une fois, du besoin de la PME et du financement qu'on entend mettre en place avec cette PME. Alors justement, c'est vraiment un facteur bloquant et on essaie de réfléchir aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des moyens de contourner, de pallier à cette absence d'état financier ou de structuration stricte pour pouvoir apporter en fait des nouveaux modes de financement à ces PME qui ne sont pas très structurés? J'ai envie de dire, en réalité non. Parce que je rappelle que pour les banques commerciales, on a une tutelle qui est le régulateur. Et le régulateur nous impose d'apprécier le risque lié à la PME ou à l'octroi d'un crédit à la PME sur la base d'un certain nombre d'éléments. On ne peut pas prêter sans avoir des états financiers. Ça, c'est la première chose. Il y a une autre tutelle qu'on n'oublie pas aussi, qui est liée aux aspects fiscaux. On ne peut pas prêter sans justifier pourquoi j'ai mis 100 sur cette PME, alors que potentiellement, je ne sais pas, elle fait 500 ou je ne sais pas combien de chiffre d'affaires, ça n'a jamais été déclaré. En revanche, on peut les aider. Et comme je le disais tantôt, on a une maison de la PME qui va proposer le service de mettre en relation avec des experts comptables ou des commissaires aux comptes pour aider cette PME à mieux se structurer et à faire en sorte de disposer d'états financiers. Maintenant, au-delà de ça, j'en suis à ma 10e année en Afrique. Avant, j'étais sur l'Europe de l'Est, en France. Donc, j'ai fait toute ma carrière à la Société Générale. J'ai quasiment 18 ans de Société Générale. Je suis ancienne patronne des risques avant d'être directrice générale. S'il y a bien une chose que j'ai apprise sur le continent africain, c'est que les états financiers ne suffisent pas. Et ce qui est le plus important, c'est d'apprécier les flux ou le comportement lié aux comptes détenus par la PME ou la TPE dans les livres de la banque. Et l'autre élément qui est clé et qu'on est en train de pousser chez Société Générale également, c'est l'utilisation de la data, l'intelligence artificielle dans d'autres filiales beaucoup plus importantes que Société Générale Bénin, pour mieux comprendre l'écosystème de la PME ou de la TPE ou de nos clients de façon générale. Et j'insiste sur de nos clients de façon générale parce qu'il y a certaines TPE, PME qu'on a été chercher, prospecter grâce à notre relation clé avec la grande entreprise. Et ça, c'est une façon aussi de mieux adresser les PME, TPE qui peuvent être fournisseurs ou prestataires de grandes entreprises qu'on connaît, qu'on a l'habitude de financer, avec lesquelles on est serein sur le risque, sur la signature. Et donc proposer à ces PME, TPE des financements qui sont différents. Ces PME, TPE ont souvent besoin d'un financement de leur BFR, besoin en fonds de roulement. Elles ont souvent besoin, parce que les délais de règlement des gros peuvent être beaucoup plus importants, elles ont besoin de lignes de trésorerie. Et ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est de l'avance sur facture. Voilà. Du financement sur bonne commande, par exemple. Exactement. Mais c'est intéressant parce que justement, ça permet de réfléchir de manière un peu plus large et de partir en fait de votre portefeuille de clientèle de grandes entreprises qui peuvent en fait être considérées comme des sortes de garanties, entre guillemets, on parlait de garanties, pour ces fournisseurs ou ces prestataires qui travaillent avec elles. Donc ça, je pense que c'est une piste intéressante à creuser. On en voit de plus en plus. C'est vrai que certaines banques sont encore réticentes à aller en fait vers ce genre de financement qui sont des financements de court terme, mais qui présentent quand même des risques. Donc c'est vrai qu'on parlait de nouvelle évaluation des risques, et je pense que vous l'avez dit toutes les deux aujourd'hui, vous avez parlé de data. Je pense qu'on est dans la 4e révolution industrielle, et notamment la digitalisation et l'importance de la data. Et je crois que ça serait un des points à retenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment utiliser tous ces nouveaux instruments, la digitalisation, pour améliorer notre connaissance de l'écosystème des PME, et utiliser cette connaissance, s'appuyer sur cette connaissance pour proposer en fait des outils de financement. Alors j'ai juste une question pour vous, parce qu'effectivement, la titrisation, excusez-moi, j'ai pris votre micro, la titrisation, c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous accompagnez les banques,
Mais est-ce qu'on pourrait étendre la titrisation à d'autres types d'acteurs financiers, comme par exemple on parlait des fintechs, on parlait des microfinances, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Tout à fait, et cela a déjà été fait. Donc, c'est vrai que la titrisation est un outil qui est encore aujourd'hui mal appréhendé. Et on parle beaucoup de banques ou du secteur financier lorsqu'on pense aux cédants, mais en réalité, les grandes entreprises peuvent céder, les États peuvent titriser la créance. Donc, la typologie de cédants est extrêmement large. Et des entités de microfinance ont déjà titrisé leurs créances en UMOA. Donc, oui, la réponse est oui, tout à fait. Parfait. Alors, on parlait depuis ce matin, je pense qu'on a beaucoup parlé d'écosystème. En fait, on est en train de réfléchir aussi à une chaîne de financement. Donc, quelles pourraient être vos propositions pour qu'il y ait justement une vraie chaîne de financement aux différentes étapes, on va dire, du cycle de vie des entreprises? Alors, je peux dire que c'est des choses qu'on a commencé ici au Bénin et qui prennent forme. Finalement, au gré des panels, des rencontres aussi. On a lancé récemment une initiative aux côtés de la BOAD et de la CDCB, où on s'est réunis à l'occasion du 8 mars, donc de la Journée internationale des femmes, pour regrouper l'entrepreneuriat féminin. C'était dédié aux femmes, mais l'initiative était là. Et elle méritait d'être là. Et on s'est réunis, les 3 directrices générales de CDC, Bénin, BOAD et Société Générale, pour évoquer ensemble comment créer tout un écosystème pour favoriser l'accès au financement des PME ou des TPE ou entrepreneurs féminins. Et je pense que ça, c'est la clé, par exemple. Si on veut accompagner les PME et faciliter l'accès au crédit, il faut qu'on couvre toute la chaîne. Et toute la chaîne, avant de parler de financement par la banque commerciale, il y a un élément qui est clé, c'est le capital de départ, l'equity. Et l'equity, ce n'est pas la banque commerciale. Le démarrage, l'amorçage revient à des fonds d'investissement, capital investisseur. Ce que la banque commerciale ne fait pas, ne prend pas comme risque. Ou en tout cas, c'est un métier. Oui, voilà, c'est dommage. Ensuite, la PME, donc, elle est née, elle a un certain nombre elle a son capital pour démarrer. Elle commence à entamer une vitesse de croisière. C'est là où les banques commerciales peuvent jouer un rôle, en fait, et accompagner. Donc, créer tout cet écosystème où on crée un dialogue entre les différents acteurs du secteur financier ou les acteurs économiques de façon globale pour mieux accompagner les PME, elle est là la clé en réalité. Et les fintech également, parce que il ne faut pas exclure les fintech. Les fintech, ce qu'elles sont capables de faire en termes d'investissement sur la data, l'IA, les banques commerciales, elles vont être un petit peu plus limitées. Moi, quand j'investis sur l'IA ou sur la data, j'investis avec mes ressources. Les ressources ne sont pas miennes, c'est les ressources de mes clients. Donc voilà, là où la fintech, elle a la possibilité d'aller procéder à des levées de fonds ou autres pour pouvoir investir mieux sur la data et sur l'IA, et là où c'est son expertise. Donc c'est là où c'est intelligent de créer des partenariats. Chaque sachant, acteur sachant, on va s'associer pour créer un meilleur écosystème et mieux adresser les PME. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer justement comme cadre pour que ce soit concret, que ce se fasse de manière effective? Des guichets uniques. Et il en existe. Il faut peut-être qu'on pousse davantage à la visibilité de ces guichets. J'emploie sciemment qu'on pousse davantage à la visibilité. Sur l'aspect visibilité, et c'est pareil, c'est au gré des panels qu'on s'en rend compte, ou au gré des contacts avec les PME, que l'accès à l'information n'est pas aisé. Tout à fait. Les acteurs n'ont pas forcément accès à l'information. Donc donner de la visibilité mieux donner de la visibilité à ces guichets pour faciliter l'accès aussi à l'information, c'est clé en amont. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement
pour justement mieux accompagner le parcours des PME. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le financement, il doit vraiment être adapté à la vie réelle en fait, de ces entreprises. Quel type de produit ou quel type d'instrument on pourrait proposer en conclusion pour ces types de portefeuilles? C'est vrai qu'on parle beaucoup des banques. Et tout à l'heure, à l'entame, le DG de la BRVM avait évoqué les trois secteurs, donc le private equity, les banques et les marchés de capitaux. Et nous, on croit vraiment fermement également à l'appel public à l'épargne. Et donc, on parle des banques que l'on vient solliciter pour qu'elles titrisent leur portefeuille, mais il y a également le fait que ces titres soient placés de façon publique et soient ensuite listés. Et donc, lors de la première émission, on est sur le marché primaire, mais ensuite, lorsqu'on vient sur le marché secondaire, il faut aussi que chacun se sente engagé dans le financement de ces PME. Donc, on est aujourd'hui au sein de ce conclave, mais en réalité, chacun, à son échelle, peut contribuer au financement des PME. Et je pense que c'est un message important à véhiculer. Merci. Merci beaucoup. On en parlait tout à l'heure justement avec Cédric qui avait un petit peu un cri du cœur en disant on tape toujours sur les banques, mais quelle est notre responsabilité, nous, en tant qu'individus, en tant qu'épargnants, vis-à-vis justement de cet écosystème. Il disait, plutôt que d'aller acheter des appartements, investir uniquement dans de l'immobilier, aujourd'hui, on a la possibilité de contribuer justement au financement de l'économie à travers ces différents instruments, notamment à travers les marchés. Mais on en revient encore une fois à la connaissance, à la communication, à la vulgarisation. Donc je pense qu'on a un rôle aussi à jouer dans ça, hein, dans la meilleure information du public et également de la meilleure connaissance, apporter une meilleure connaissance des instruments de mobilisation de l'épargne. Je pense que ça, c'est un point aussi important qu'on peut retenir. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on puisse prendre les questions du public. Non. D'accord, merci beaucoup. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce panel? Non? Bon, parfait. Donc, c'est que tout a été clair. Donc, on va peut-être conclure. On arrive un peu à la fin de cette session. Donc, vous avez vu qu'on était sur 2 parties. On a parlé des garanties, on a parlé des nouveaux modes de financement. Ce qu'on peut retenir, je pense, depuis ce matin, et notamment sur cette séquence, c'est vraiment l'importance de la collaboration. On a parlé de solidarité, ça fait un peu social, mais je pense que c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas penser de manière cloisonnée aux différents modes de financement, aux différents acteurs. Il faut que les acteurs s'assoient ensemble. Donc je pense que ce pacte, c'est vraiment un pacte important et qui peut être aussi un véhicule pour permettre ce dialogue, cette discussion, ces échanges-là, qu'on puisse ancrer ces discussions et voir en fait qui fait quoi et comment en fait on se complète plutôt qu'il y ait des actions individuelles pour pouvoir, comme on a dit, arriver à financer le parcours de la PME, de sa naissance jusqu'à son évolution. On ne va pas parler de sa mort parce qu'on espère que justement il y en a qui vont continuer à vivre et qu'on puisse arriver à financer en fait chacune des étapes avec des instruments appropriés. On a beaucoup parlé aussi de connaissances, de formation, et la connaissance elle va dans les 2 sens, notamment l'accompagnement mais aussi la formation des acteurs du marché, des acteurs du financement pour mieux comprendre les PME et surtout mieux comprendre les TPE, parce qu'effectivement si on s'arrête aux PME, quand on regarde autour de nous, le portefeuille est plutôt constitué de TPE, mais qui sont-elles? Il y a aussi un secteur dont on parle peu, mais qui la majorité des PME interviennent dans ce secteur, c'est le secteur des services. Je crois que quelqu'un l'a évoqué ce matin en disant aujourd'hui, une PME qui intervient dans les services, quelles sont en fait ses possibilités d'accéder à un crédit, quelles sont en fait les garanties qu'elle peut apporter pour des acteurs comme les banques où aujourd'hui on a une microfinance, etc. Donc c'est une réflexion qui va un petit peu au-delà du cloisonnement qu'on avait jusqu'à présent. Donc je vous remercie, mesdames. Ça a été très intéressant. On avait un panel 100% féminin. On a eu un panel ce matin aussi avec 2 acteurs importants du secteur. Je pense qu'il y a quelques pistes qu'il va falloir qu'on approfondisse. Pour moi, le défi, en fait, le titre de cette séance, c'était les 50 milliards de dollars. On va y arriver. Il faut être optimiste. Je pense qu'avec justement cette solidarité, ce dialogue, ces échanges, on va y arriver. Il faut aussi, je pense, pour arriver à ça,
qu'on pense beaucoup plus large et qu'on soit en fait sur des volumes plus grands. On a un tissu PMU qui est important. Donc voilà, donc mettons-nous en tête ce défi-là, les 50 milliards, et mettons en œuvre toutes ces discussions et ces échanges pour y arriver. Merci beaucoup et au plaisir. Merci, bravo.